Esther Senot, bonsoir. Bonsoir. Vous portez témoignage d'Auschwitz, mais aussi de la survie. Vous êtes un phénomène de survie, survie à la déportation, à Auschwitz, aux sélections entre les vivants et les morts à Auschwitz, mais ensuite encore les marches de la mort qui ont tué tant de gens juste avant la libération. Et puis votre retour. J'aimerais commencer par là parce que vous êtes une des personnes qui, expliquant le mieux ce qu'a été le retour des déportés, la difficulté du retour. Vous arrivez à Paris, à l'hôtel Lutetia. Comment est-ce que c'était? Bien, déjà, nous avons été rapatriés en avion à Villacoublay. Il y a un car qui est venu nous chercher. Nous n'étions plus que deux, d'ailleurs, les deux seules survivantes de notre transport. Et on a été, évidemment, quand on est arrivé devant les Lutetia, il y avait une foule immense qui attendait avec des photos. On a été engloutis par cette foule. On tenait à peine debout parce que, vous dire, à la libération du camp de Mauthausen le 5 mai 1945, quand les Américains ont libéré le camp, évidemment, ils nous ont pris en charge. Et on avait attrapé le typhus, ça fait que j'étais quand même resté 3 semaines à être soigné. Donc quand on tenait à peine debout, on nous a rapatriés. Vous montrez à quel point le retour était difficile dans une France qui n'avait pas envie d'entendre à l'époque. C'est-à-dire ça faisait 1 an que la France était libérée. Hein. Et ils ne s'attendaient pas à nous voir revenir. Et malheureusement, quand on a voulu parler, personne n'a voulu nous croire. On ne vous croit pas, on vous fait même des remarques désobligeantes souvent. C'est-à-dire qu'on a fini par être culpabilisé d'être revenu. Là, vous êtes une jeune fille de 17 ans et vous ne voulez pas revivre la solitude que vous aviez vécue avant, parce qu'on va en parler avant. Tout à l'heure, vous avez vécu une année de galère avant la déportation, parce que vos parents avaient été déjà, eux, Mes parents déportés. étaient arrêtés, j'avais 14 ans, 42. Et là, vous faites une dépression très grave. C'est-à-dire que comme moi, mon but, c'était de revenir. Vous savez, j'ai tout un épisode au camp, quand j'ai retrouvé ma sœur, de lui avoir fait la promesse que si j'avais une chance de revenir. Et puis là, on est revenu dans l'indifférence totale. Alors vous savez, j'étais écorché vif, j'en voulais à l'humanité entière. Et là, il y a quand même la première association qui s'est créée en 1945, la FNDRP. Il y a ce moment après la guerre où vous revivez le fait de voir des enfants autour de vous qui sont beaucoup plus jeunes, qui attendent leurs parents, qui hurlent la nuit. Vous revivez là. Oui, exactement, quand je me suis retrouvé dans les orphelinats entre 42 et 43. Alors ça a été affreux, hein. Ça a été affreux. Alors finalement, j'ai commencé à vouloir chercher du travail, évidemment, c'était pas évident. J'ai quitté l'école en 40, j'avais 12 ans et demi. Alors quand j'arrivais quelque part, déjà physiquement et psychiquement, je voyais pas le bout du tunnel, si vous voulez. Alors on commence à me demander des références. C'est pas évident quand on a quitté l'école à 12 ans de trouver des références. Vous savez, quand je suis arrivé au camp, j'avais 15 ans, en disant je peux pas mourir à 15 ans, mais vous savez vraiment, c'était une idée fixe. J'étais revenu, et puis voilà, sans rien. Et, Sans avenir, sans projet, sans rien. et là, vous faites une tentative de Et suicide. c'est là que j'ai avalé donc ces boîtes de cachet, où j'ai fait et je me suis retrouvé dans un hôpital psychiatrique pendant 6 mois. Ça, c'est un moment très fort de survie, peut-être le dernier de cette longue série où Oui, surtout vous que, arrivez à reprendre la force. c'est-à-dire que, vous savez, tout le temps que j'étais à Auschwitz, il y a beaucoup de femmes qui se suicidaient, qui allaient vers les barbelés, ou quand elles s'approchaient trop près, les Allemands qui étaient dans les miradors tiraient. Vous savez, il y a eu de nombreux cas de suicide. Moi, ça m'est jamais venu à l'idée, parce que j'ai toujours eu dans l'idée que j'allais revenir. Alors finalement, là, j'ai baissé les bras. Alors évidemment, dans cet hôpital, disons que j'étais bien soigné, mais je ne me rendais pas compte, parce que vous savez, de temps en temps, vous faites surface, on replonge. C'est long, hein, pour revenir de ce genre de dépression. Et puis quand j'ai commencé à aller mieux, je suis sorti. Je suis retourné donc parce que la FNDRP a continué quand même à payer le studio qui m'avait trouvé. Et puis là, j'ai dit, bon, j'ai un choix à faire, où je reprends ma vie en main, où je continue à traîner la galère. Vous êtes né en 1928. Oui. Vous voyez les choses qui se gâtent peu à peu. Oui, alors c'est ce que je dis, dans le fond, quand les Allemands sont rentrés, ils ont coupé la France en deux, avec cette fameuse ligne de démarcation, mais malheureusement, la population aussi. Il y avait ceux qui aidaient, ceux qui dénonçaient. Le statut des Juifs, l'étoile jaune, là encore, ces deux France
il y a celle qui dénonce, il y a aussi une France qui a gardé sa dignité. Vous racontez ces enseignants qui, dans la classe, disent que ne vous moquez pas de ceux, n'attaquez pas les Juifs. Oui. Et par contre, j'ai eu des échos après qu'il y a eu des écoles où les directeurs ont fait une ligne rouge dans la cour de récréation pour ne pas mélanger les enfants. Vous voyez, même dans les écoles, il y a eu... Quand vous êtes arrêté, vous allez faire l'expérience de Drancy. Racontez ce qu'était Drancy, une barre HLM. C'était une barre HLM qui n'avait pas été terminée du fait de la guerre. Et il n'y avait pas de cloison, il n'y avait pas de porte. Donc ils avaient fait... c'était des bâtiments qui devaient faire à peu près 3 ou 4 étages. Et donc il y avait des dortoirs. Ils avaient mis des paillasses par terre. À Drancy, c'est la police française qui est là. C'était la gendarmerie française qui gardait le camp. Et ça vous frappe beaucoup, notamment l'attitude avec les enfants et les tout tout-petits-enfants orphelins, bien sûr, qui étaient livrés à eux-mêmes. Et nous, quand on est arrivés, parce qu'il fallait qu'on se déshabille dans une baraque de fouilles. Alors, vous savez, quand on n'a pas l'habitude, à l'époque, on n'avait pas l'habitude de se déshabiller devant des hommes. Alors déjà, ça a été le premier traumatisme. Enfin, j'étais presque soulagé en disant, bon, peut-être que mes parents sont ailleurs, peut-être qu'on va les retrouver. La dureté des Français, vous en avez été témoin, de la collaboration française, de la police française dans ces moments-là. C'est le moment où ils interrogent des enfants de 3 ans qui ne savent même pas leur nom. Oui, parce que c'était des enfants dont les parents avaient été séparés à Pithiviers et il y avait des cars entiers qui arrivaient avec les enfants qui déversaient dans la cour. Alors chacun avait un nom, puis ils les interrogeaient, ils avaient un petit baluchon. Le transport pour Auschwitz, où tant déjà de gens sont morts dans ce premier transport. Dans ce premier transport, c'est-à-dire qu'on a été désigné, donc fin août, on a été désigné pour faire partie du prochain transport qui devait... Alors il y avait quand même des bruits qui couraient à Drancy en disant, ils nous parlaient de camps de travail, parce qu'on voyait bien que les convois, les gens qui étaient mis de côté, qu'on ne revoyait plus. La rage, exterminatrice, à ce moment-là déjà, vous vous souvenez que il fallait qu'ils remplissent le train, ils vont chercher même des femmes enceintes à l'hôpital Rothschild. C'est-à-dire qu'il fallait que le transport soit d'un minimum de 1000 personnes. Ils ont donc été dans une maternité qui dépendait de la fondation Rothschild, d'ailleurs, qui n'est pas loin d'ici. Et ils ont arrêté des femmes qui venaient d'accoucher. À côté, il y avait la maison de retraite où ils ont sorti des personnes âgées pour compléter ce transport de 1000 personnes. Donc on a été dirigé sur la gare de Bobigny. Et là, effectivement, il y avait un train avec des centaines de wagons à bestiaux. Alors là, ils nous ont propulsés dedans à 70 personnes, à peu près. Alors vous voyez la taille d'un wagon à bestiaux pour contenir autant de gens. Et puis là, ils nous ont mis un seau avec de l'eau, parce que début septembre, il faisait très chaud. Et puis ils nous ont mis un tonneau pour les besoins hygiéniques. Puis le train est parti. Alors on s'est trouvés bien sûr compressés les uns contre les autres. Et puis là, quand le train est parti, les personnes âgées ont commencé à tomber. Les bébés qui hurlaient, enfin les enfants qui hurlaient, ça a été la première nuit épouvantable. Le lendemain, il n'y avait plus d'eau, puisque tout le monde avait bu. Et puis, il y avait une dame qui avait une couverture, qui avait tendu la couverture pour qu'on puisse faire nos besoins quand même, pas devant tout le monde. Alors, vous voyez la promiscuité. Puis la deuxième nuit, le tonneau s'est renversé. Et on a voyagé comme ça pendant 3 jours. Alors, avec un peu d'imagination, on peut se rendre compte dans quel état on est arrivé quand le train s'est arrêté. Alors là, les portes se sont ouvertes, et c'est là qu'on a vu les premiers Allemands. Alors évidemment, il y avait surtout les capots qui étaient là, qui nous ont fait descendre à coups de matraque. Pour aligner ces 1000 personnes sur le quai, ça n'a pas été évident. Là, vous découvrez la première sélection. C'était la première sélection sur le quai. La bonne et la mauvaise file. La bonne et la mauvaise file. De toute façon, on ne comprenait pas pourquoi, parce qu'il avait une badine, il nous regardait. Bon, on ne peut pas dire, ils m'ont jamais demandé quel âge que j'avais. Mais très vite ensuite, vous apprenez, dans les jours qui viennent, que la finalité du camp, c'est la mort. Ah oui, de toute façon, on l'a su le premier jour quand on est arrivé, parce que quand on est arrivé, donc nous, une fois que tous les camions sont partis, on est parti à pied en direction du camp de Birkenau, enfin qui dépendait du camp d'Auschwitz. Et puis là, quand le portail s'est ouvert et qu'on a vu cette fumée, mais comme on nous avait toujours dit qu'on allait dans un camp de travail, on se parlait entre nous en disant ça doit être une usine.
Ben oui, c'était une usine à mort, mais ça, on ne le savait pas. Et quand on a commencé, alors il y avait cette fumée, des odeurs nauséabondes, on n'arrivait pas à discerner ce que ça pouvait être. Et puis quand on a commencé à marcher dans l'allée centrale, on voyait des cadavres le long de l'allée, on voyait des chiens qui couraient après des gens qui avaient l'air de véritables squelettes ambulants. On se demandait dans quel enfer on était arrivé. On nous a tatoué un numéro sur le bras en nous disant que maintenant nous n'avions plus d'identité. Et de l'instant où on était interpellé dans le camp, il fallait qu'on donne notre numéro en allemand. Vous vous rappelez votre numéro en allemand? Oui, 58.319. Depuis lors, c'était votre unique façon de vous présenter. C'est-à-dire qu'une fois que ça a été terminé, les capots passaient dans les rangs et indifféremment, ils interrogeaient une femme en disant « Comment tu t'appelles ?» Pas comment tu t'appelles, elle donne son nom. Et là, elle a été matraquée immédiatement. Hein. Le tatouage d'Auschwitz, c'est la spécificité de ce camp. C'est le seul camp où ils tatouaient, mais ils ne tatouaient que les gens qui rentraient travailler. Et c'est vraiment une usine à mort, comme vous dites, c'est-à-dire le calcul même des calories est fait de telle sorte que la survie soit impossible à long terme. L'espérance de vie est très limitée. Est très limitée. D'ailleurs, une fois qu'on a été rasé et tatoué, qu'on a demandé à ces femmes qui étaient là, il y avait beaucoup d'Ukrainiennes, de Polonaises, de Slovaques, vous voyez, qui étaient là dans les camps, mais c'était pas des Juives. Hein. Elles avaient des fonctions un peu supérieures aux déportés, si vous voulez. Et puis finalement, quand on leur a dit, mais les personnes qui sont montées dans les camions, à quel moment est-ce qu'on va les retrouver? Alors ils nous ont dit, ouais, vous ne faites pas d'illusions, la fumée que vous voyez. Alors ils ont commencé à nous expliquer que ces gens allaient directement devant ces fameuses douches. Et puis les Allemands, ce qu'ils craignaient surtout, c'était que les gens se paniquent. Alors pour ne pas les paniquer, quand ils rentraient dans les douches, il y avait des porte-manteaux numérotés. Alors ils leur disaient, relevez bien le numéro de votre porte-manteau, comme ça en sortant vous récupérez vos vêtements. Alors il faut vous dire, dans l'état où on est arrivé au bout de 3 jours de ce voyage, tous les gens étaient contents d'aller prendre la douche, mais malheureusement là, c'était des chambres à gaz, et il y avait des commandos spéciaux qui venaient récupérer. Alors avec mon ami Marie, on s'est dit c'est pas possible, elle nous raconte ça pour nous faire peur. Comment est-ce qu'on peut imaginer en à peine 2 heures de temps qu'on était dans le camp qu'on pouvait tuer 650 personnes qui étaient montées dans les camions? On n'arrivait pas à le croire. La sélection, c'est tous les jours, c'est chaque soir même, quand vous rentrez du travail. Quand on rentrait du travail, il y avait encore ces trois Allemands qui étaient à l'entrée pour voir si les gens qui revenaient du travail, parce qu'on en ramenait beaucoup, qu'on était obligé de traîner avec nous parce qu'elles ne pouvaient plus marcher. Donc on avait encore la sélection pour savoir dans quel fil on allait être, parce qu'il y avait toujours ces 2 fils. Votre sœur est morte en avril 1944. Alors, je suis donc tous les matins, quand on allait chercher le café, qui était une eau colorée, on avait, entre le moment où on avait le café, on avait droit à une tranche de pain puis un petit carré de margarine et on partait travailler. Mais entre ce moment-là, on avait peut-être des fois 5 ou 10 minutes de relâchement et j'allais dans la baraque où était ma sœur. Tous les matins, j'allais la voir pendant 5 minutes. Et puis là, ce jour-là, je suis arrivé dans la baraque, elle n'y était pas. Et les dames qui étaient avec elle me disent « Oh ben non, elle n'a pas pu se lever, elle a été envoyée à l'infirmerie. » Alors là, on savait que l'infirmerie, c'était l'antichambre de la mort. Alors je me suis précipité et c'est là que j'ai trouvé allongée sur une paillasse en train de cracher du sang. Elle était complètement infectée. Et puis je lui ai dit « Écoute Fanny, tu ne peux pas rester là » parce qu'on savait très bien que ceux qui n'allaient pas au travail, on ne les retrouvait pas le soir. Alors j'ai essayé de la soulever, elle m'a dit « Écoute, laisse-moi ». J'ai essayé de tenir jusqu'au bout, elle dit « La seule chose que je regrette, c'est de ne pas être monté dans les camions, parce que les gens qui montaient dans les camions, ils ne savaient pas où ils allaient, mais ceux qui étaient dans le camp, ils le savaient. Eux. » Alors elle m'a dit « Écoute, toi tu es jeune, la guerre va bientôt finir ». Parce qu'en avril 1944, on avait quand même des échos de ce qui se passait à l'extérieur. Elle me dit « T'es jeune, la guerre va bientôt finir, si tu as une chance de revenir, essaie de tenir le coup, et tu me promets de raconter ce qui nous est arrivé, de voir ce que des hommes sont capables de faire, une désémination complète. » Et puis là, elle m'a pris dans ses bras en me disant tu me promets de raconter ce qui nous est arrivé, qu'on ne sera pas les oubliés de l'histoire. Et puis là, il a fallu que je m'en aille. Je l'ai laissée là, et malheureusement, quand je suis revenu, je savais très bien que je ne la retrouverais plus. Et vous avez tenu la promesse, vous êtes revenu, vous avez survécu à la tentative de suicide au retour, fait des enfants. Vous disiez
fonder une famille, ça a été une sorte de revanche de vie. Ah ben, ça a été une revanche sur la vie, parce que quand vous pensez qu'un fou sanguinaire, déjà, à Auschwitz, il y a eu plus d'1 million et quelques de gens qui sont morts à Auschwitz, parce que quand vous allez à Birkenau, vous marchez sur un sol, c'est un cimetière à ciel ouvert. Et puis finalement, ben, vous savez, avec tous mes péripéties, j'ai rencontré mon mari en 1948. Je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, j'ai 6 petits-enfants, j'ai 6 arrière-petits-enfants. Et pour moi, ça a été une revanche sur la vie. Quels sont les cauchemars que vous faisiez toujours? C'est-à-dire, ça a duré quand même quelques années, ce cauchemar. C'est que je me retrouvais dans un transport pour aller sur Auschwitz, mais à l'âge adulte, avec 2 de mes enfants. Et en débarquant sur le quai, je me disais, mais comment je vais m'en sortir avec mes enfants? Parce que je savais très bien que les enfants n'entraient pas au camp. Et puis là, évidemment, on se réveille en sursaut, et vous savez, ça a été long. Hein. Vous étiez devenue mère cette fois. J'étais adulte avec mes enfants. C'est incroyable la transmission qu'on peut faire pour des événements qui n'ont pas existé. Esther Senot, Auschwitz, l'enfer d'Auschwitz, comment est-ce que vous expliquez cette force intérieure que vous aviez dans ces moments de néant intégral? Ben, c'est-à-dire toujours la survie. La survie. Et puis quand je suis rentré au camp, j'avais 15 ans et demi, je me disais, moi je ne peux pas mourir à 15 ans. Ça tournait à l'idée fixe. Puis je vais vous dire, j'avais déjà traîné la galère. J'ai eu une petite enfance difficile, mais je ne m'en rendais pas compte parce que je n'avais pas connu autre chose. J'étais débrouillard parce qu'on vivait dans la rue pratiquement. Puis j'étais très indépendant, vous savez, personne n'avait prise sur moi. Je rentrais à la maison quand j'avais faim. Quand j'avais pas faim, je restais dehors. On était une petite bande de copains, mais vous savez, c'était pas les bandes de maintenant. Hein. Il y a une énergie chez vous, vous avez 94 ans, et il y a une clarté d'esprit, une clarté du souvenir. Vous racontez par exemple ces moments de défi, on vous fait défiler en musique, c'est une des perversités des nazis, et vous transformez un petit peu les paroles en allemand. C'était une chanson allemande, une de leurs fameuses chansons de marche. Vous vous rappelez les paroles? Oui. Comment c'était? Alors, je chante faux. Hein. Alors c'était Schuhe und Strümpfe sind zerrissen, Haare abgeschnitten, dort die Eisenferne, der Wind ist jawohl. Alors ça veut dire Schuhe und Strumpf. Alors Schuhe c'est des chaussures, Strumpf c'est des chaussettes, sont déchirées. À travers le vent siffle, à travers nos pantalons siffle le vent. En voyant, on avait sur la même musique. Là, cette partie de liberté que vous gardiez en tête, c'est extraordinaire, cette étincelle de vie. Il y a ceux qui, petit à petit, s'éteignaient. C'est-à-dire, c'est un peu compréhensible parce que quand vous avez des femmes qui sont entrées au camp, qui ont été séparées de leurs enfants, qui savaient ce qui leur était arrivé, le moral n'était pas le même. Moi, j'avais toujours l'espoir, quand je suis arrivé au camp, en disant, quand j'ai vu comment fonctionnait le camp, toujours l'espoir de dire, j'ai pas vu déporter mes parents, ils sont peut-être ailleurs. À part votre sœur, bien sûr, quels sont est-ce que vous avez certains visages, certaines personnes qui ont disparu là-bas, qui sont souvent présentes à votre esprit? C'est-à-dire que quand on est arrivé là, au mois de septembre, évidemment, on se reconnaissait hein, encore. Puis au fil des jours, évidemment, il y a pas mal de jeunes qui sont... Et je me rappelle d'une jeune fille qui devait avoir une vingtaine d'années, qui s'appelait Adi, je me rappelle de son prénom. Et le soir, on se parlait un petit peu en disant, on faisait pas des projets en disant, bah tiens, s'il n'y avait pas eu la guerre, si on n'avait pas été dans les camps, qu'est-ce qu'on aurait fait? Enfin, vous voyez, on s'imaginait un avenir qu'on aurait eu si on n'avait pas été arrêté. Et chacun disait ce qu'il pensait, ce qu'il aurait voulu faire, ou des études, ou ceci ou cela. Et quand son tour est arrivé à Adi, les regrets de ce qu'on n'aurait pas pu faire, alors elle me dit, oh bah, finalement, elle dit, bon, je me suis fait une raison, elle dit, moi, le seul regret que j'ai, c'est de mourir vierge. Alors, j'étais avec mon ami Marie, j'ai dit, ça veut dire quoi, ça? Vous savez, moi, j'avais jamais entendu ces propos-là. Oui, vous étiez très innocente, vous étiez des jeunes femmes très innocentes. Oui, on était une bande de gamins, vous savez, on n'avait pas à l'époque, la sexualité, on n'en parlait pas. Hein. Et vous racontez d'ailleurs parmi les premières hontes ressenties, le fait d'être mise nue, tatouée,
devant des hommes, tout ça a été une des choses qui a compté. Ah oui, ouais, ça c'est vraiment très traumatisant. C'est-à-dire que, disons que maintenant, si ça arrivait, je crois que c'est moins traumatisant, c'est plus courant. Le pardon, je sais qu'on vous pose souvent la question dans les écoles où vous allez Vous témoigner. savez, c'est difficile de pardonner quand quelqu'un ne demande rien. Hein. Vous savez, jamais aucun Allemand ni aucun Nazi nous a demandé pardon. Et puis pardonner, comment est-ce qu'on peut pardonner? On ne peut ni oublier ni pardonner. Disons que par la suite, quand on commence à reprendre une vie à peu près normale, on commence à réfléchir. Quand j'ai vu arriver les premiers Allemands après la guerre, qu'ils étaient plus âgés que moi, j'avais un mouvement de recul en me demandant qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Et puis finalement, il y a la nouvelle génération qui est arrivée. Alors vous savez, cette haine que j'avais en moi, j'ai fini par réfléchir en disant qu'on ne peut pas rendre responsable des enfants ou des petits-enfants de nazis. On ne peut pas vivre sur la haine, on ne construit rien sur la haine. Alors finalement, ça a été un bien d'avoir fait l'Europe, parce qu'on s'est dit que finalement, ça a évité les guerres tous les 20 ans. Il y a chez certains déportés cette expression incroyable, ils disent que ça a été leur école de vie à Auschwitz, ils ont appris à Auschwitz. Vous, qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris que la vie est importante, et puis que de toute façon, ça vous donne une autre façon de voir les choses. Vous voyez, on se fixe un but, une raison, et puis les choses, vous savez, des gens qui se plaignent pour des petites bricoles, pour nous, c'est sans importance. Vous avez une conscience politique, vos parents étaient communistes? Oui. Ah. Vous, non? Non. Non, j'étais trop indépendante, vous savez. Je n'ai pas été élevé dans la religion juive, mais je n'ai pas voulu adopter une autre religion qui était tout à fait différente. J'étais trop indépendante pour avoir des œillères et puis obéir. Je n'ai jamais réussi à obéir. À Auschwitz, il y a tous les cas de figure. Il y a des gens qui ont été renforcés dans leur foi, d'autres qui ont perdu leur foi. Vous, est-ce que vous êtes devenue plus croyante à Auschwitz? Je n'ai jamais été. Ouais. Je vois pas vous ne l'êtes toujours pas? Je ne l'ai toujours pas. Pour moi, la religion, de toute façon, que les gens croient, je trouve ça tout à fait normal. Chacun a ses croyances. Pour moi, la religion, c'est quelque chose d'intime. Ça se fait dans les familles, à l'intérieur. On est dans un pays laïque. Ça ne se fait pas. La religion ne s'exprime pas à l'extérieur. Alors, moi, quand on me pose des questions, comme vous venez de me la poser, je dis, écoutez, je n'étais pas pratiquante, mais même si je l'avais été, je peux vous dire que Dieu, il n'était pas à Auschwitz pendant que j'y étais. Il devait être occupé ailleurs. Merci Esther Senault. C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté si longuement. Merci Esther.